Salam alaikum, salam alaikum, bonsoir. Bon, j'ai décidé de relire l'article avec regard sur Octobre 88 parce que j'ai constaté que Tacta avant limite où j'étais très très fatigué. Donc regard sur Octobre 88. Bon, bien sûr, c'est en hommage aux victimes d'Octobre et à toutes les victimes, à toutes les autres victimes algériennes dans le temps. Alors, regard sur Octobre 88. Il est aujourd'hui clairement établi que les événements tragiques d'octobre 88 ont constitué un round décisif dans la guerre que se sont alors livrées les deux tendances lourdes du régime, les conservateurs gardiens du temple du socialisme spécifique, caricaturalement représentés par les apparatchiks du parti, et le tenant du libéralisme, dont les stratèges siégés à la présidence ont vu leurs divergences s'amplifier et atteindre un point de non-retour où les négociations n'étaient plus de mise. Après plusieurs années de lutte intestine et au terme d'un été pourri, durant lequel les manipulations à grande échelle ont éclaté au grand jour, le discours du 29 septembre 88, où Chedli appela sans nuance à la révolte populaire, a été le détonateur officiel des événements qui se sont déroulés quelques jours après, et le dérapage dramatique qui s'en est suivi a été classé dans le chapitre perte et profit. En politique surtout, la fin justifie les moyens, et tout le monde sait qu'on ne peut faire d'omelette sans casser d'œufs. Avec fracas certes, l'opinion de la présidence est finalement passée. Au-delà du souci légitime de la recherche de la vérité sur les événements d'octobre, les relents des planches copiées, Potemkin, Rosier, Etna, etc., réels ou supposés, perceptibles depuis quelque temps par romans et presse interposés, ne doivent en aucune manière constituer un leurre, un de plus, pour maquiller encore une fois la nature du système. L'assassinat en direct de Mohamed Boudiaf, 1992, l'énorme scandale du premier procès des cadres de SIDER, entreprise nationale de sidérurgie, 97, sont entre autres autant d'indices sur l'incommensurable perversion des clans qui sont dans le centre ou à la périphérie du pouvoir. Comment expliquer par exemple le fait que jamais n'ait été prise l'initiative de bloquer les comptes bancaires suisses de dignitaires algériens, et ce malgré la réglementation helvétique en vigueur permettant la levée du secret bancaire, inspirée et ayant vu le jour contre vents et marées, grâce à des hommes tels que Jean Ziegler, député et président d'un influent groupe parlementaire de la Confédération helvétique, sympathisant de la cause algérienne pendant la guerre de libération nationale. Tout gouvernement s'estimant lésé par des comportements mafieux de dirigeants ayant procédé à des détournements d'argent ou perçu des commissions sur des marchés publics ou autres, peut par simple fax adressé aux institutions bancaires suisses concernées bloquer les comptes des personnages soupçonnés ou incriminés et récupérer le butin en question. L'exemple des Philippines est dans ce sens encourageant. Poser par ailleurs la problématique des événements d'octobre 88 en termes de pratiques institutionnalisées de la torture, liées uniquement à des contingences particulières pendant un certain nombre de jours, est une contre-vérité historique, du fait que la pratique de la torture a toujours été à ce jour une réalité jamais démentie. Les témoignages de Bachir Hadjali et de Maître Zahwan, ainsi que la fameuse réponse faite à ce dernier dans Algérie Actualité 1989 par Ben Hamza, alias Roger, sont entre autres très révélateurs de la nature du système. Fondamentalement méprisé par les marionnettistes successifs et autres sous-chefs pratiquant abusivement le pouvoir au nom du peuple, la société n'a jamais cessé d'être embourbée dans la laideur entretenue du quotidien, fatiguée de toutes les intrigues du sérail qu'elle a de tout temps payé rubis sur ongle dans sa chair et dans sa dignité, et dont elle demeure la seule véritable victime, comme elle l'a été avant, pendant et après les événements dramatiques d'octobre 88, malgré les grands espoirs démocratiques suscités alors. L'option de l'économie de marché appelait donc de toute évidence une gestion appropriée de la société, dans le sens où il fallait mettre en place un système basé sur le multipartisme et un tissu associatif qui, même de façade, même manipulé, aurait permis de donner le change et de réduire la pseudo-légitimité et l'hégémonie du parti unique et de ses organisations de masse, considérées comme le bastion des apparatchiks et des tenants de la doctrine socialisante à l'algérienne. La problématique des rapports armée-pouvoir ne se posait pratiquement pas dans l'esprit des services de la présidence et de l'armée, du moins en termes d'institutions, du fait de la réalité du pouvoir et de la stabilité de la structure du commandement, par la pénétration de facto de tous les secteurs stratégiques et la même mise directe et indirecte
sur tous les centres de décision depuis fort longtemps. Tous les segments générateurs de richesse sont ainsi jalousement pris en charge par les différents clans de la nomenclatura, ceux-là même qui, historiquement, sont à l'origine du détournement des principes du Congrès de la Soumam 1956 au cours de la guerre de libération nationale et s'avérant être les principaux initiateurs du Congrès de Tripoli, 62, dont on mesure aujourd'hui les effets dévastateurs sur la nation algérienne, appelée normalement à faire un saut qualitatif vers la démocratie et le progrès, une fois la liberté consacrée par l'indépendance recouvrée. Le partage de la rente par des moyens détournés entre les sphères décisionnelles reste le mode de gouvernement le plus usité par les régimes du tiers-monde. Les peuples, à l'instar du peuple algérien, sont gérés à coups de carottes et de bâtons, avec en prime des doses de religiosité servant principalement à cultiver la patience et le destin, en guise de paramètres principaux d'une doctrine hybride basée sur la sécurité du pire. La Constitution de 89 officialisa la dynamique pluraliste et la professionnalisation de l'armée. Les victimes d'octobre 88 sont encore officiellement considérées comme étant des victimes d'accidents du travail. Les tortionnaires furent amnistiés au même moment que les éléments du groupe islamiste de Bouyalé, condamnés quelque temps auparavant pour activité terroriste. La suite des événements a démontré que le moteur principal de cette dynamique, il est vrai avant-gardiste, dans le monde arabo-musulman, fonctionne selon le principe de cette réflexion d'un penseur de la fin du siècle dernier, qui consiste à considérer que, je cite, le libéralisme ne s'entretient qu'en entretenant les risques de guerre civile. Appliqué par ailleurs à souhait, avec zèle et incompétence par tous les régimes en déficit de légitimité, et qui considèrent les peuples, sous leur coupe, comme étant des infra-humains, manipulables selon une théorie rodée et justifiée par les intellectuels de service et autres commis, par la fumeuse rhétorique qui consiste à dire qu'à l'instar des pays modernes, Europe et autres, il faut bien que le sang coule, à flot, pour la mise à niveau nécessaire à l'accession à la modernité et à la paix finale. L'économie de marché considérée comme une option stratégique incontournable qui ne devait plus souffrir de retard, la gestion de l'ouverture politique avait déjà commencé quelques années avant Clan 88. Passage obligé, la liberté d'expression devait être encouragée. Les services spécialisés de la présidence et de l'armée avaient déjà commencé à lézarder le mur de la pensée unique en encourageant la contestation tous azimuts par l'ouverture de brèches calculées dans divers secteurs, dont celui de l'information, en parrainant et en recrutant directement, dans le vrai sens du terme, des hommes de plume, dont les convictions premières ne sont nullement ici mises en doute, dont les écrits et manifestations intellectuelles et artistiques étaient jugés capables d'induire l'effet psychologique nécessaire à lancer l'effet boule de neige de la contestation. C'est ainsi qu'au sein des journaux, qui théoriquement étaient sous la coupe du parti ou du gouvernement, des plumes s'imposèrent à longueur de colonne et sortirent la tête du magma grouillant des autres fonctionnaires de la presse d'État, en contestant frontalement les options déclarées du régime et en dénonçant au premier niveau d'analyse, bien entendu, les ratages déjà constatés de visu par tout un chacun. Il est vrai que ce fut une véritable bouffée d'oxygène que d'avoir pu enfin exorciser quelque peu ces peurs en disant certaines choses à haute voix, sans risquer systématiquement les intimidations et autres formes de représailles. 12 ans après, 12 ans d'imbroglio politique et presque autant d'une horrible guerre fratricide, que reste-t-il des espoirs suscités par cette vague juvénile, manipulée sans état d'âme et exécutée sur l'autel des calculs machiavéliques, d'une nomenclatura qui reste toute tendance confondue, instinct de survie oblige, hostile à l'édification d'un véritable état de droit, dont les fondements ont pourtant été magnifiquement imaginés et mis sur pied dès 1956 par les penseurs et authentiques combattants de la révolution algérienne, malheureusement déviés à dessein. Cet article, comme j'ai dit, a été publié par la Tribune, le quotidien La Tribune, le lundi 9 septembre 2000. À la prochaine. Bye.